Donc, merci d'être avec nous. On va parler pendant 1h30 autour des fiches pour préparer une consultation en neurologie. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace sur la page Facebook UNICEF. On pourra en discuter ensemble après la présentation. Alors, autour de la table, nous avons Emmanuelle Plassard, directrice scientifique de la Fondation ARCEP, Charlotte Monnier, analyste chez Vraiment Vraiment, Isabelle Elou, co-concepteur des fiches. Nous avons le docteur Sakia Brecht, neurologue au CHU de Nice, deux infirmières en pratique avancée, IPA, Marilène Jacques Fouché et Isabelle Koskas, qui est en formation pour le moment et qui pourront nous donner leur point de vue professionnel sur ces fiches. Pour ma part, je suis Carole de Mulatier, coordinatrice à l'UNICEF et je pilote les projets, notamment ceux soutenus par le ministère de la Santé, dont celui-ci, une aide à la préparation d'une consultation médicale. Donc, on n'est pas du tout parti de l'idée qu'une personne malade manquait de compétences, mais c'est en discutant avec plusieurs personnes touchées par la sclérose en plaques que nous avons constaté parfois certaines frustrations à la sortie de la consultation de neurologie. Des oublis, des non-dits, par manque de temps ou malaise dans l'échange. Alors, pour rappel, les consultations en neurologie, c'est environ 1 ou 2 par an et ça dure en moyenne 20 minutes. Donc, on ouvre le dialogue librement, mais on ne cherche pas à juger ni les pratiques professionnelles, ni les comportements des uns et des autres. On souhaite juste améliorer les échanges entre soignants et soignés à partir des vécus de chacun. On risque d'annoncer sûrement des généralités qui ne concernent ni tous les professionnels, ni tous les malades, mais qui permettent de dégager des situations significatives. Donc, pour construire cet outil, nous nous sommes appuyés bien sûr sur l'expertise des personnes touchées par la CEP, et sur l'analyse qu'a apporté l'agence de design d'intérêt général. Charlotte nous expliquera un peu ce qu'on entend par là. Et ces différentes capacités ont été vraiment essentielles parce qu'il faut vraiment avoir tous ces points de vue pour pouvoir identifier les points bloquants et poser clairement le cadre et pour pouvoir avancer un peu plus clairement. Alors, que dire dans la consultation ? Sûrement beaucoup d'informations à transmettre aux médecins en un temps limité et sans trop savoir ce qui concerne le neurologue ou pas et ce qui est important ou pas. D'une certaine manière, du fait de problèmes neurologiques, toutes les sensations peuvent être partagées avec le neurologue. C'est lui qui orientera en fonction du problème à traiter. Mais d'autre part, tout dépend aussi du médecin que l'on rencontre, s'il semble pressé, à l'écoute ou plus inquiet par d'autres critères. Parce que durant nos échanges avec les neurologues, on a vu que pour eux, la priorité, c'était comment est supporté le traitement, est-ce que l'IRM a évolué, est-ce qu'il y a une évolution dans le périmètre de marche ou une évolution des capacités cognitives. On a eu aussi l'information que certains médecins posaient la question en début de consultation « Comment ça va ?» D'autres à la fin de leur propre évaluation « Avez-vous autre chose à me dire ?» Mais c'est justement ces questions qui paraissent si simples, qui sont si difficiles à aborder. Alors, que peuvent apporter les fiches ? Je vais les présenter rapidement et on pourra revenir sur les thématiques qui vous intéressent. Donc, moi, je conseillerais de commencer par la petite introduction, bonjour, qui sera intéressante à lire parce qu'elle permet d'avoir, de voir la marche à suivre d'abord, de prendre conscience des freins qu'il peut y avoir conscients et inconscients, et puis de faire un petit pas de côté avant d'attaquer le remplissage des fiches pour avoir un regard peut-être un peu plus décalé sur les problèmes que l'on va lire. Bon, là, je les présente dans l'ordre, mais vous pourrez les utiliser dans l'ordre que vous voulez et n'utiliser que celles qui vous concernent. Alors, on démarre par 2 fiches sur le point médical, à savoir les fiches sur les traitements que vous prenez dans la sclérose en plaques ou pour autre chose, et un point sur les professionnels de santé qui vous accompagnent. Ça peut permettre de faire ressortir une éventuelle lacune dans la prise en charge. Les 4 fiches suivantes sont axées sur le plan physique et cognitif. Donc, vous avez une fiche pour parler des symptômes avec une silhouette pour visualiser la région impactée par le trouble ou la gêne. Alors, cela permet de noter pour ne pas les oublier et de préparer les mots que l'on aura à dire pour en parler avec le médecin.
Parce que quel mot je vais employer pour parler de mes troubles sexuels ou de mes incontinences urinaires ou fécales, par exemple. Alors, c'est loin de concerner tout le monde, hein, mais ça peut arriver et il faut en parler pour traiter le problème. Et c'est important donc de trouver et de penser les mots qui nous viennent le plus facilement pour parler de ces choses-là. Parce que si on prend des mots qui ne nous appartiennent pas, on risque de se bloquer et finalement, on risque de ne pas en parler. Après, on a une fiche, raconter ses activités quotidiennes, les moments qui sont difficiles et les moments aussi qui vous font du bien. C'est important aussi de les valoriser. Donc, la planche de gommettes est là pour donner des exemples. Alors, ça peut paraître basique, mais ça fait penser à des gestes simples qui parfois deviennent plus difficiles ou une activité qui nous apporte un vrai bien-être, mais qu'on délaisse parce qu'on n'y pense pas. Donc voilà, là, ça permet d'avoir en tête ces images-là et de faire des associations. Il y a aussi une fiche poussée évolution qui permet de faire un récapitulatif entre deux consultations sur les récupérations qui ont pu apparaître, puisqu'on peut récupérer, ou de nouveaux symptômes ou de nouvelles sensations. On a ensuite la fiche fatigue. Alors ça, c'est un symptôme souvent présent dans la SEP, mais ce qu'il faudra, c'est l'évoquer peut-être un peu plus précisément avec le neurologue. Est-ce que c'est une fatigue physique, une fatigue cognitive, à quelle intensité, c'est à quel moment plus particulier? On a des médecins qui sont formés de façon scientifique et donc ils ont parfois du mal à traiter ce qu'ils ne savent pas mesurer. Alors c'est vrai aussi pour les douleurs, mais c'est une thématique qui est maintenant un peu mieux reconnue et un peu mieux prise en charge. Donc, les gommettes sont là pour toutes les thématiques, ça peut vous servir pour tout, parce que ça peut rappeler que, mais c'est vrai que finalement, je dors mal, je sors moins, j'arrive plus à lire, j'ai plus de relation avec mon conjoint, mais je vais trop souvent aux toilettes. Ce sont des gènes au quotidien qui peuvent être traités. Les deux fiches suivantes, on aborde les aspects relationnels et émotionnels. Alors, c'est des ressentis qui ne sont pas faciles à démêler. La fiche de vos relations, ça peut être donc déjà identifier vos relations professionnelles, amicales, amoureuses, familiales. Voilà comment ça se passe là, en général. Et vous avez la fiche état émotionnel. C'est un pas de plus dans la clarification de son état général. Donc, ça permet peut-être de faire le tri aussi dans les ressentis et leur origine. Parce que les deux fiches peuvent être rapprochées. Et ça peut vous aider à repérer dans quelle catégorie il faut approfondir la réflexion, pardon. Parce que voilà, il est bien important d'identifier l'origine du malaise. Est-ce que c'est un problème physique ou cognitif? Est-ce que ce sont des moments seulement de déprime ou de colère qui sont passagers? Quel est l'impact sur le quotidien? Quelle est l'intensité? Et dans quelle sphère est impactée par ce sentiment? Parce que voilà, comme ça, une fois qu'on aura repéré tout ça, on en parlera plus clairement. Et puis, vous devez aussi repérer qu'est-ce qui vous a stimulé, qu'est-ce qui vous rend plus fort, plus confiant, et pour les valoriser, ça aussi. Hein. Et donc, une fois qu'on a clarifié un petit peu tous ces sujets, on pourra l'aborder plus clairement avec le neurologue qui, lui, pourra, de cette façon, au lieu d'avoir un paquet, tout va mal ou tout va bien, pour ne pas perdre de temps, j'en parle pas, ou voilà, il aura plus facilement identifié quel professionnel, si lui ne peut pas le prendre en charge, vers quel professionnel il va pouvoir vous orienter pour traiter le bilan. Donc, ça peut être le psychologue, un médecin du travail, ça peut être l'ergothérapeute, un service MPR pour faire des bilans. On pourra peut-être parler des services MPR d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous avez la dernière fiche qui est la fiche bilan qui vous permet de répertorier à la fin, finalement, ce que vous allez vouloir vraiment dire à votre neurologue cette fois-ci, vos priorités, s'il faut hiérarchiser, ou ce que vous direz plutôt à votre neurologue, à votre généraliste, ou si vous en parlerez une prochaine fois. Voilà, c'est en fonction à adapter, en fonction du temps que va vous consacrer votre neurologue. Donc là, c'est la présentation des fiches papier. Charlotte va nous parler, elle, des fiches version numérique et de l'expertise qui a permis la conception de cet outil. Oui, merci Carole. Du coup, avant de parler des fiches numériques et de rentrer un peu plus dans le détail, comme l'a fait Carole sur les fiches papier, je vais juste revenir sur la démarche et sur l'intérêt de la démarche de l'outil qui a été justement de concevoir les fiches
avec à la fois les patients, mais aussi les neurologues et les professionnels de santé. Et la complexité aussi de la construction des fiches, c'était de se situer dans l'entre-deux, à la fois entre les difficultés que les patients pouvaient avoir euh, lors des consultations ou pendant leur préparation. Je ne sais pas s'il y a un problème. Non, vas-y, vas-y. Ok. Ou pendant la préparation des consultations et toutes les contraintes fortes qui existaient aussi pour les professionnels de santé dans la façon dont dont ils font leur travail, ils mènent les consultations. On a construit les fiches sur à la fois au début des entretiens avec les professionnels de santé et des patients pour voir un peu le périmètre de jusqu'où on pouvait aller. On a fait un premier atelier qui a permis d'affiner l'idée de l'outil, de se focaliser sur ce temps de préparation de la consultation avec le neurologue. Parce que comme tu l'as dit, Carole, ça arrive tous les 6 mois ou moins. Et c'est un moment aussi très important pour le patient parce que ça entraîne plein d'éléments pour la suite. Et entre ce premier atelier avec les patients et ce deuxième atelier, on a envoyé un premier prototype aux patients pour qu'ils viennent tester l'auto-questionnaire. Et donc, le deuxième atelier, il a servi un retour de test, à voir ce qui avait fonctionné, moins bien fonctionné, ce qu'on devait retravailler. Et après ça, on a fait un atelier avec les neurologues aussi pour avoir leur retour. Avec l'outil, on s'est vraiment centré sur le parcours de vie des patients et pas juste leur parcours médical pour recueillir à travers toutes les fiches un peu les signaux faibles qui donnent aussi des informations sur l'évolution de la maladie. Et comme l'a souligné Carole, de relever à la fois le positif et le négatif de ce qui pouvait se passer dans la vie d'un patient. Alors Charlotte, Carole, j'ai déjà une question. Est-ce que ces fiches, elles ont été co-construites avec des personnes qui ont la forme rémitante ou progressive ou les deux? Et est-ce qu'elles sont donc disponibles pour les deux types de formes de la maladie? Oui, elles sont disponibles pour les deux. Et à la fin, après, on va avoir un témoignage des patientes qui ont participé à la co-construction de ces fiches et qui ont les deux formes de CEP. Voilà, il y a aussi une attention particulière au ton qui était employé pour venir bien outiller le patient pour préparer sa consultation et pour redonner aussi la maîtrise au patient sur tout ce qu'il pouvait aborder pendant la consultation, des situations de vie qu'il pouvait connaître. Et enfin, comme on est une agence de design, on a fait aussi attention à la forme de l'outil. On est sorti de tout ce qui était quantitatif et de l'effet formulaire pour avoir un objet très illustré, pas monotone, qui donnait à travers les illustrations des exemples de représentation du quotidien, redonner une dimension humaine et que ce soit valorisant à remplir et agréable presque. Et du coup, on a développé les fiches en version numérique il y a un peu plus d'1 mois pour permettre aussi aux patients qui peuvent pas forcément écrire, pour qui c'est plus difficile, ou juste qui préfèrent utiliser la version numérique, de le remplir sur leur ordinateur. Et ces fiches, vous pouvez en fait, elles ont été adaptées du format papier au format numérique. Et à travers les flèches, vous pouvez naviguer d'une fiche à l'autre et de rentrer vos informations au fur et à mesure. Ça permet à la fin d'avoir aussi un PDF imprimable à montrer au neurologue ou à un autre professionnel de santé. Et ça permet de venir rentrer au fur et à mesure les informations qu'on a envie de transmettre et dont on a envie de se rappeler. Et maintenant, je pense qu'on peut passer au témoignage des patientes et des co-conceptrices de l'auto-questionnaire. Il faut peut-être que bien préciser qu'il y a quand même des fonctionnalités un petit peu supplémentaires sur les fiches numériques, puisque ça permet d'adapter le nombre, par exemple, de traitements, le nombre de consultations avec des spécialistes différents vus. Ça permet aussi d'allonger, de faire un peu plus que 6 mois. Donc, c'est peut-être bien de préciser. Et Carole, as-tu bien mis en avant la dernière fiche qui est un peu synthèse? Je pense qu'on est passé un petit... fiche bilan?
Ouais. D'accord, ben là, je crois qu'elle va être partagée à l'écran, effectivement, et ça apparaîtra. Dans la fiche bilan, si je la reprends, voilà. Ça récapitule effectivement toutes les fiches que vous aurez remplies. Et ça va dégager donc sur le plan médical, sur le plan physique et cognitif, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Vous allez là voir dire, tiens, ça va ou ça va moins bien, ou j'ai besoin vraiment d'aide. Vous allez pouvoir faire ressortir sur cette fiche ce vraiment qui vous tient à cœur et que vous voulez absolument dire ce jour-là. Voilà. Donc, c'est Après, un c'est des bilan. fiches que vous pouvez utiliser. Soit vous la gardez pour vous et vous remplissez tout ce que vous voulez dire, mais ce jour-là, vous en sortez qu'un de ce bilan. Ça peut être un bilan pour vous ou ça peut être un bilan pour le neurologue. Et là, vous mettez que qui vous paraît le plus important à cette consultation-là. Voilà. Peut-être donc, je ne sais pas si Isabelle ou Lou veulent dire un petit peu leur expérience ou leur avis sur les fiches. Oui, moi je peux commencer si vous voulez. Isabelle, ok. Je suis Isabelle, donc en fait, ça fait plusieurs mois en fait que j'utilise les fiches papier. J'ai trouvé cet outil très très intéressant et très utile parce qu'en fait, l'évolution elle est vraiment différente en fonction des jours, des mois, enfin, et avec le temps, c'est vrai, bon, moi dernièrement, avant j'avais des consultations tous les 6 mois, mais là maintenant c'est nouveau, ça va être une fois par an. C'est vrai que c'est difficile de se souvenir de ce qui s'est passé 3 mois avant. On a noté des choses, mais bon, après ça devient très flou et le jour J du rendez-vous, en fait, on ne dit pas du tout ce qu'on aurait dû dire, enfin, on est un peu perdu. Du coup, cet outil, il est vraiment très utile parce qu'en fait, ça nous aide à nous poser. Bon, par exemple, cet été, bon, j'avais un peu oublié les fiches, donc après en septembre, je me suis dit mince, j'ai rien écrit sur juillet, août, enfin bref. Mais c'est très utile parce qu'on fait un point sur nous, comment on se sent. Il y a le côté positif, alors qui est très positif parce qu'après, quand on le regarde, on se dit bah, finalement, c'est pas si mal, on a réussi à faire ceci, cela. Il y a le côté négatif, bon, bah, ça justement, on va pouvoir en parler et puis en sortir vraiment des questions utiles. Donc, j'ai trouvé que c'est un outil vraiment très, très, très bien fait, quoi. Moi, ça me permet justement de clarifier, en fait, de savoir exactement où j'en suis, quoi. Merci, ouais, ouais. Et puis tu avais noté aussi, si tu veux bien en parler, que ça pouvait te permettre aussi la veille de la consultation d'en parler avec ton conjoint pour évoquer pour voir si justement ton conjoint était d'accord avec ce que tu évoquais, si tu avais oublié des choses ou si... C'est ça, oui. Hein? Oui, parce qu'en fait, comme c'est écrit, en fait, on peut le donner à relire. Et justement, on peut faire un point, c'est un thème de discussion, parce qu'en fait, l'autre, il dit, bah oui, mais là, tu as mis ça, mais moi, je dirais plutôt que tu devrais axer sur tel thème. Enfin bon, il y a des choses des fois peut-être qu'on a oubliées ou que l'autre voit différemment. Donc, ça permet, si on a la possibilité, en fait, d'avoir vraiment un autre point de vue. Et puis, enfin, moi, particulièrement, je vais souvent en consultation à 2. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un autre avis aussi d'un proche qui voit la maladie d'une façon un peu plus extérieure et qui a un peu plus de recul. Et les fiches, en fait, une fois que nous, on a fait notre synthèse, on peut aussi avoir un avis extérieur qui amène un plus. Je trouvais Alors, ça intéressant, c'est vrai, c'est vrai. alors justement, Carole, il y a une question. Est-ce que des fiches similaires pourraient être développées pour le proche aidant? Parce que la personne dit, patient et le proche aidant n'ont pas toujours le même point de vue et voilà, ça permettrait aussi d'en parler. De faire des fiches aidants, enfin, Des fiches similaires pour les proches aidants. Parce que le proche aidant pense qu'il... enfin, moi, je trouvais l'idée, effectivement, d'en parler avec la personne malade et le proche, d'en parler ensemble, justement. Ça me paraît très bizarre de faire des fiches spécifiquement pour un proche. Après, je comprends que le proche a des choses à dire, peut-être, hein, mais ça serait c'est intéressant, hein, mais je pense que peut-être d'en parler ensemble, justement, d'ouvrir la discussion pour en parler avec un proche à partir de ce qu'a écrit le patient, la personne concernée, ça me paraît peut-être plus simple. À la rigueur, ça peut aussi être l'exercice du proche aidant de remplir les fiches de son côté
et que le ou la patiente remplisse de son côté et après, on parle ensemble pour voir un peu les différences. Oui, c'est une bonne idée aussi, oui. Faut qu'il y ait de la motivation là, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros travail. Hein. Bon, de l'écrire, comment dire, régulièrement, bon là ça va, parce que justement quand il y a un petit truc qui cloche, tac, tout de suite on l'écrit. Mais là, par exemple, sur la version électronique, là, je l'ai fait en plusieurs heures. C'est vrai qu'en plus, elle est beaucoup plus complète, je trouve. Donc, ça amène beaucoup plus de réflexion. C'est quand même un gros travail. C'est très intéressant, mais c'est vrai que ça amène, il faut être impliqué, quoi. Faut vraiment, Mais c'est un travail, c'est vrai, mais c'est un travail qui, justement, pour essayer d'arriver un peu plus armé et avoir des choses plus Ah, claires, c'est et sûr, donc il faut l'avoir un peu c'est très préparé. intéressant, c'est très, Oui. très bien, c'est très utile, je pense. Mais c'est un peu la réflexion que faisait Lou, qui disait que pour elle, c'était un peu fastidieux peut-être. Justement, on va écouter, je propose qu'on écoute Lou. First. Oui, alors je suis d'accord avec ce que Isabelle elle disait que c'était un travail conséquent quand même à faire. Parce que par exemple, moi, les feuilles papier, vraiment, ça me rappelait trop l'école au début. C'était les devoirs qu'il fallait que je remplisse tous les mois, tout ça. Et en plus, ça me rappelait que j'étais malade alors que ce mois-ci, il n'y avait pas forcément de choses qui me gênaient. Donc ça rappelle tout le temps ah, mais t'es malade, il faut que tu marques pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Et avec la version numérique, déjà, je trouve que c'est mieux. Enfin, moi, j'ai 20 ans. Enfin, je suis vraiment dans la période on utilise plus le téléphone, tout ça, voilà. Et du coup, l'avoir sur le téléphone, je trouve que c'est vraiment pratique. Parce qu'en fait, je faisais ça avant, j'avais une note dans mon téléphone avec, je marquais dès que j'avais quelque chose. Et du coup, là, je vais passer sur justement les fiches, sur le site directement. Et justement, ce qui est bien aussi, c'est que je ne suis pas obligée de tout remplir. Parce que par exemple, je sais, tous les professionnels de santé, tout ça, je ne vais pas le remplir, ça va me prendre beaucoup trop de temps et à la fin, j'aurais plus envie de le faire. Donc, j'ai vraiment gardé la partie sur les symptômes, sur la fatigue, sur ce que je vais parler avec le neurologue, plutôt que remplir toutes les fiches, dont des informations que le neurologue sait déjà, parce qu'il est en relation avec tous les professionnels qui me suivent. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tout remplir, en fait. Si on choisit ce qu'on remplit, et je trouve que c'est bien aussi ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tout n'est pas obligatoire, c'est vraiment que celle qui donne envie de remplir. C'est pas de l'obligation. Mais c'est très bien ce que tu disais. Est-ce que le docteur Brecht peut nous dire un petit peu le point de vue justement du neurologue? Alors moi, j'ai une petite réflexion, juste côté pratique, la version numérique, vous allez développer un QR code ou... Parce que nous, quand on voit le patient en consulte et qu'on lui dit, bah oui, il y a une version papier, alors ça, on va pouvoir les avoir, mais une version numérique, on fait comment? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? On ne donne pas toujours notre mail, et est-ce que c'est prévu qu'il y ait des petits flyers avec un petit QR code, un truc simple, quoi? Parce C'est que une je bonne pense remarque. que c'est important, enfin, sinon ça ne serait pas transmis en version numérique. Et comme il y a de plus en plus de jeunes, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'aime bien la version papier, je suis une version Oui. vieille. Après, j'avais des réflexions. Alors moi, personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, mais comme j'avais dit à Carole, je fais beaucoup d'annonces diagnostiques et je ne les revois pas spécialement après, puisque c'est le neurologue de ville qui prend le relais. Par contre, il y a notre future IPA, Isabelle Koskas, qui les revoit derrière moi en ETP. Et je pense que ça serait un très bon outil qu'à la fin de la consulte, de ma consulte, je leur donne pour dire, quand vous irez voir votre infirmière d'éducation, notre infirmière d'éducation thérapeutique, s'il y a des sujets, parce qu'en plus, moi, je fais l'annonce, c'est quand même hyper lourd comme annonce diagnostique. S'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou que vous voyez après qui seront intéressants, vous pouvez en parler aussi à l'infirmière, pour le neurologue aussi de ville, mais à l'infirmière qui sera la deuxième étape après moi pour aborder les sujets. Donc, je pense que ce qui serait, et même par rapport au conjoint, si dans la première page où vous marquez la petite explication, vous pouvez peut-être compléter en disant, d'ailleurs, vous pouvez le remplir avec votre conjoint ou votre conjointe si vous voulez, et ça peut être aussi adressé à l'infirmière d'éducation thérapeutique. D'accord, oui, le préciser dans l'introduction, effectivement. Parce qu'après, c'est une super bonne idée de le remplir avec le conjoint, mais moi, ça me serait pas venu à l'idée si j'avais pas lu, si j'avais pas eu ce témoignage. En parlant du conjoint, donc c'est vrai que j'avais fait la réflexion à Carole, comme je suis aussi depuis peu sexologue,
qu'il n'y a pas vraiment cette partie-là abordée de manière franche. Et je pense que c'est hyper important parce que justement, c'est souvent un frein pour les patients. Déjà, ils ne sont pas souvent au courant qu'il peut y avoir un lien entre la CEP et les troubles sexuels ou les troubles urinaires. Et du coup, c'est important qu'il y ait, à mon avis, un endroit sur les symptômes génitaux sphinctériens qui peuvent être embêtants et ça peut amener le dialogue. Donc, juste vu que c'est le but de ce que vous avez fait. Mais c'est après ça, oui, c'est effectivement après cette réflexion que j'ai un peu appuyée dans ma présentation sur ces points-là. Oui, j'ai vu. Oui, j'en ai tenu compte. Ouais. Et j'ai fait la réflexion aussi à Charlotte qu'on avait mis des petites toilettes dans nos images, là, sur la feuille des gommettes, et qui a disparu. Et on a été trop discret. On a évoqué ces choses-là, mais on a été trop discret, nous aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler. Alors, en fait, il y avait aussi le problème de ne pas affoler aussi les nouveaux diagnostiqués. C'est ça. Oui, mais alors après, moi, je ne suis pas patiente et je pense que c'est aux patients d'en parler, mais en fait, ça crée un biais parce que les patients ne sont pas obligatoirement au courant que ça peut avoir un lien. Le neurologue, c'est sûr que c'est pas la première consulte que j'aborde le problème, quoique maintenant, quand j'aborde les troubles urinaires à la première consulte, je cherche tous les symptômes, dont les troubles sexuels. Et je pense que ça doit rentrer dans les mœurs, que ça fait partie des possibles symptômes, mais comme tout ce que vous dites, c'est pas obligé qu'il y ait des troubles, des troubles cognitifs, qu'il y ait des troubles de la sensibilité. Enfin, je veux dire, c'est aussi affolant que les autres, en fait. Après, c'est des freins que tout le monde se met. Mais en fait, en expliquant que c'est pas, vous pouvez avoir ça, mais pas obligatoirement. Mais si vous les avez, peut-être qu'il faut en parler. Après, il faut voir les patients ce qu'ils en pensent. Mais en général, ils sont bien contents qu'on aborde le sujet, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retravailler un petit peu. Ouais. Après, peut-être que vous pouvez travailler une partie symptômes invisibles. Comme ça, vous faites une fiche où il y a troubles cognitifs. En plus, eux, je pense que ça parle aux patients en disant, bah oui, moi, je les ressens au quotidien, mais mon compagnon, il ne les ressent pas. Et du coup, même en plus, quand on remplit avec la fiche compagnon, ça peut être intéressant en disant, bah oui, c'est des symptômes que tu ne vois pas, mais je suis embêtée au quotidien avec ça. Donc, peut-être une fiche spécialement symptômes invisibles, cognitifs, douleurs, qui ne sont pas aussi visibles, sexuelles, urinaires et fécales. D'accord. Oui, tout à fait, ça c'est intéressant. Oui. Donc voilà, je pense que moi, je vais l'utiliser du coup en fin de consulte et comme ça, Isabelle, si ça lui dit aussi, voir un petit peu voilà, les retours des patients et est-ce que les choses ont pu, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu être abordées un peu différemment. Je pense que c'est très important, effectivement, c'est-à-dire que je prenne le relais pour faire une première consultation, pour faire le point sur ses besoins, ses attentes, avant de parler du traitement lui-même. Je pense que ça sera primordial d'avoir un retour comme ça de ce qu'il attend. Et donc, ça serait dans le cadre de l'ETP. Vous les utiliseriez plus dans le cadre de l'ETP ou l'IPA, elle a un rôle plus dans la… Alors, peut-être Marilène nous en parlera, qui elle pratique peut-être déjà. Est-ce que c'est dans le cadre de l'ETP ou de la préconsultation, par exemple? Ça serait plus l'ETP parce qu'en fait, en préconsulte, ils ne savent pas qu'ils ont une sclérose en plaques. Donc, je pensais suivi, de suivi, bien sûr. Oui. Après, nous, on a une pratique très différente parce qu'on est au CHU et notre CHU ne fait pas de suivi. Donc, c'est très endroit dépendant. Après, je pense que ça vaut vraiment le coup dans plein d'autres endroits où il y a des suivis. Mais nous, à Nice, on ne fait quasiment pas de suivi, sauf pour les protocoles. Mais on ne peut pas malheureusement faire de suivi. Donc, au niveau du CHU Nice, je pense que c'est la meilleure pratique, c'est celle-là. Après, il y a plein de neuro de ville qui vont être ou d'hôpitaux ou qui font des suivis. Je ne suis pas anti, il y a le docteur Colamarino qui fait des suivis aussi. Il y a plein d'endroits en milieu hospitalier aussi où ça peut être intéressant pour la prochaine consulte. Oui, voilà, c'est ça. Juste, alors Marilène, est-ce que vous pouvez porter votre image parce que vous faites vraiment vous travaillez à l'hôpital et vous voyez souvent les patients. Alors avant, en dehors ou c'est des consultations particulières par rapport au neurologue? Alors, je les vois dans le centre expert CEP avant qu'ils aient vu le neurologue, mais ils ont déjà un diagnostic de sclérose en plaques, c'est pour donner un avis sur la prise en charge plus tôt. Donc là, je les vois avant
avant la consultation. Et puis sinon, bah, je fais la consultation de suivi d'annonce, comme elle va faire, je pense, à Nice, où je les vois à la suite de la consultation où il y a eu l'annonce du diagnostic. Et là, je les vois à 3 semaines, à 1 mois à peu près de l'annonce. Et donc, pour vous, ces fiches, c'est… Alors, ces fiches, moi, je donnais déjà un autre, le séposcope, là, aux patients. En fait, je leur donnais ça pour qu'ils viennent avec, qu'ils puissent le remplir avant la consultation avec leur neurologue. Mais que ce soit n'importe quel neurologue, que ce soit de ville ou de l'hôpital, je leur donnais ça en leur disant ça peut vous aider à préparer votre consultation. Donc, ces fiches, pour moi, je les donnerais. Je ne pense pas que je dirais aux neurologues de leur donner dès qu'ils auront appris la maladie, parce que il y a beaucoup de thèmes et je pense que je les aborde, mais tranquillement. Plutôt, je leur donnerai à la suite de ma consultation pour leur suivi avec leur neurologue. Ouais, c'est pas bête. En fait, tu as peur que ça fasse peur. Ouais. Suite à l'annonce diagnostique, ouais. qu'on n'aborde pas toutes les choses. Ouais. J'ai peur que ce soit beaucoup pour eux et quoi. Ouais, qui prennent peur et qui se disent… oui, parce que dans l'annonce, de toute façon, l'annonce, vous avez déjà un protocole et beaucoup de choses déjà qui sont assez lourdes et déjà mises en place. Déjà, vous leur dites qu'ils ont une maladie. Déjà, vous leur dites qu'ils ont une maladie chronique pour la vie. Déjà, ils ont entendu ça et tout leur tombe dessus. Et en plus, si on leur donne ça avec… Non, je pense que c'est vraiment plus dans le suivi. Je ne sais pas, hein, mais… alors, j'ai une question là. On me demande quelle est la différence entre une infirmière ou un infirmier reprise d'annonce et un ou une IPA, concrètement. Pour le suivi d'annonce, il n'y a pas de différence. En fait, les personnes, voilà, il y a plusieurs personnes, quelle est la différence entre un infirmier et un ou une IPA Pour le suivi d'annonce, une infirmière spécialisée dans la sclérose en plaques peut le faire. Enfin, pour moi, il ne faut pas forcément être infirmière en pratique avancée. Le plus-value de l'infirmière en pratique avancée, c'est qu'elle a des compétences élargies et qu'elle a un savoir qui est plus important que l'infirmière spécialisée et elle peut être amenée à adapter des traitements, à prescrire des examens complémentaires, à avoir une prise en charge holistique avec, elle peut demander que le patient soit vu par un autre professionnel pour des troubles urologiques ou des troubles ou des douleurs chroniques et tout ça. On peut orienter vers d'autres professionnels, ça, ce que ne peut pas faire une infirmière spécialisée parce qu'elle est obligée de passer avec le neurologue avec qui elle travaille. Donc ça, en fait, l'IPA aide énormément au parcours de soins. Ouais, je pense qu'elle ait un lien entre le neurologue qui va être peut-être dans le centre expert, le neurologue de ville, auquel cas on disait que les patients ont de plus en plus des suivis de 1 an en lien avec le manque de neurologue, bah peut-être que l'IPA pourrait faire un suivi à 6 mois au lieu de faire tous les ans, donc avoir un suivi plus rapproché, ce qu'on voit, c'est que les patients ils sont un peu décontenancés en disant, c'est Isabelle qui disait ça, j'étais suivie tous les 6 mois, puis maintenant ça va passer à 1 an. D'accord, donc pour vous, ces fiches seraient vraiment pertinentes. Pardon. Ouais, mais pas au suivi, pas à l'annonce tout de suite, mais à la suite de pouvoir la donner pour qu'ils puissent préparer cette consultation avec le neurologue. Et comme disait Isabelle, s'il les voit tous les ans, c'est vrai que il faut penser à parler de ce qui est important pour soi, quoi. Isabelle, Lou, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, l'occasion d'avoir une consultation avec un ou une IPA? Moi, personnellement, non, jamais. Moi, le diagnostic, c'était 2001, donc je ne sais même pas. Je me souviens, effectivement, j'ai vu une infirmière au début qui m'a montré, qui m'a donné le sac. Mais alors après, c'est le déni, quoi. J'ai très peu de souvenirs parce que c'était trop dur. Donc, sa fonction, en 2001, je ne sais pas comment elle s'appelait. Je ne sais pas.
même après, lors des poussées, quand j'ai eu des bolus, quel type d'infirmière j'ai vu, j'en sais strictement rien. En fait, l'IPA, c'est un concept qui est sorti il y a très peu de temps là en France, qui est dans les pays nordiques déjà bien développé. Et officiellement, c'est encore compliqué d'avoir une IPA dédiée à la sclérose en plaques. C'est souvent des doubles pratiques avec les maladies de Parkinson, mais c'est très très récent en fait, hein. Donc ça commence à se développer, mais ça date d'il y a très peu de temps, 1 ou 2 ans. Donc elles sont en cours de formation en fait. Sauf peut-être Marilyn, je ne sais pas depuis combien de temps tu exerces en tant qu'IPA officielle. 2020. Mais Marilyn disait qu'elle était une des premières. mi-temps Parkinson et Oui, mi-temps. et puis voilà. Donc, mais ça va se développer. Mais en effet, il y aura des compétences supplémentaires qui vont être indispensables. Mais elles ont plus de temps aussi, ça c'est hyper important. Ils ont plus de temps, c'est ça. Voilà. Et comme vous dites, c'est la réalité, surtout en ville. Et alors à l'hôpital, peut-être qu'on a plus de temps. Moi, j'ai la chance d'avoir une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire une annonce diagnostique, mais c'est vraiment pas toujours le cas, quoi. Et les consultes de suivi, on n'en fait pas, mais on a beaucoup plus de temps selon les endroits où on travaille. Oui, mais c'est clair, c'est ce qu'on a dit dans d'autres webinaires ou d'autres ateliers. On disait que tout dépend, voilà, si c'est en privé, en hôpital, en Ça ville. dépend si le neurologue il gère ou pas bien, entre guillemets, la sclérose en plaques, s'il est à l'aise ou pas. C'est ça. Ça peut être juste, hop, on garde l'IRM, le traitement, comme vous dites, les effets secondaires, et hop, on passe au patient suivant, mais parce qu'aussi, il n'est pas à l'aise avec le sujet. Donc, déjà, 20 minutes, c'était pas mal dans votre... J'ai dit en moyenne, hein, en moyenne. Ouais, vous m'avez dit, c'est moi. En moyenne 20 minutes, mais c'est vrai que des fois c'est beaucoup moins. Et puis leur priorité, voilà, c'est bon, le traitement, les effets secondaires, l'IRM, voilà, périmètre de marche, ce qu'on comprend aussi, hein, c'est vrai que et c'est pour ça que c'est important de travailler. On comprend que c'est un travail aussi pour le malade, mais c'est important de clarifier comme ça, de un peu hiérarchiser. Alors comme je disais, c'est vrai que comme c'est des troubles neurologiques, hein, toutes les fonctions peuvent être touchées et donc tout peut concerner le neurologue, et ça, effectivement, les malades ne le savent pas. Donc, nous, là, on a été étonnés quand même quand on a évoqué ces sujets un peu plus délicats, un peu plus tabous, de voir qu'il y en avait qui disaient « Oh, mais je ne parle jamais de ça avec mon neurologue ». Et c'est ce qui est… Voilà, à notre époque, on s'est dit « Ah ben donc, on ne connaît pas encore tous ces symptômes-là ». Donc, c'était important pour nous de le mettre en avant et de libérer un petit peu la parole et de permettre aussi, voilà, de clarifier tout ça chez les patients, de se préparer à en parler avec leurs propres mots. Parce que c'est vrai, des fois, on a dit ah, bah, tout va mal. Mais non, tout va pas mal. Alors, pour que le neurologue ne passe pas trop de temps justement à démêler, c'est bien que le patient ait fait un petit travail comme ça, de clarifier c'est dans quelle sphère que ça va pas et c'est quel problème que j'ai vraiment. Est-ce que ça découle de mon problème physique ou est-ce que ça découle d'un problème psychologique? Voilà, de faire un peu le tri en avance et après le médecin peut, sans perdre trop de temps, orienter plus facilement vers le professionnel adéquat. Après, on n'a pas non plus toujours des médecins en face ou même des soignants, enfin des infirmiers qui ont forcément le temps ou l'empathie. Il y a aussi si on n'a pas une personne en face qui va être prête à entendre, qui est prête à aider, à apporter des solutions. Si on a quelqu'un en face on sent qui s'ennuie un peu ou qui a envie de vite finir la séance, c'est clair qu'on ne va pas parler de la même manière. Donc, mieux on a préparé ce qui nous touche vraiment et ce dont on a vraiment besoin, et mieux on pourra demander de l'aide. Voilà, c'est ça en fait, c'est se préparer pour donner de l'aide. Alors, ce que je voulais aussi… Je peux poser… Attends, Carole, il y a une question. Oui, pardon. Quand il n'y a pas d'IPA, est-ce que le neurologue, lorsqu'on lui présentera la fiche et les soucis qu'on peut avoir, oriente ses patients vers un spécialiste? Non, voilà, c'est ce que je disais. C'est que tout dépend de qui on va avoir en face. En fait, que ce soit infirmier, infirmière ou neurologue, si la personne
dans un élan empathique et désireux d'apporter une solution, il va le faire. Et si il n'est pas à l'aise avec le sujet ou si il est lui-même dans un état, bon voilà, trop stressé, trop pressé, il va pas donner suite. Donc vous serez pas entendu. Il faut se préparer à ça aussi. Je sais que c'est pas politiquement correct de parler comme ça, mais c'est une réalité. Je veux dire, voilà, très souvent les médecins sont vraiment essaient de faire au mieux, mais ils sont souvent très débordés, les infirmières aussi. Donc c'est pas une mauvaise volonté, ou ça dépend, mais enfin souvent c'est pas une mauvaise volonté, mais c'est un manque de temps. Donc vraiment, voilà, arriver à dire. Et si on a quelqu'un d'en face qui n'est pas sympathique, enfin pas sympathique, oui, ça arrive aussi, ou pas empathique non plus, arriver avec des notions factuelles. Alors eux, voilà, ces gens-là, en général, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotion, ils ne vont pas y être sensibles. Donc il faut arriver justement à travailler avant, prendre un peu de distance soi-même avec son ressenti, ses douleurs et sa souffrance, et pour arriver à parler avec plus de termes factuels pour que ça soit mieux entendu, et en disant, mais voyez-vous, moi, j'ai des troubles sexuels, mon conjoint va me quitter, j'ai besoin d'être aidée sur ce sujet. Et ben donc là, qui je dois avoir? Il faut dire quel professionnel je dois avoir. Ben, il existe des sexologues, des psychologues, voilà, il existe plein de choses que certains médecins sont censés connaître et vers lesquelles, quand même, si on pose factuellement les choses, peut-être on aura des réponses. Alors, Carole, je voudrais un peu aborder un autre sujet là, parce que je vois que le temps passe. Oui. Parce que Marilène nous faisait tout à l'heure un retour sur les fiches. Alors, je voulais aussi avoir un peu le sentiment d'Isabelle, infirmière hyper, et puis d'Isabelle et Lou, patiente, c'était le souci sur l'observance. Marilène, vous pouvez dire un peu plus, préciser ce que c'est? Ouais, c'était sur la fiche avec les traitements. Donc, c'était très bien. Il fallait indiquer ce qu'on prenait comme traitement, depuis quand on le prenait. S'il y avait des effets secondaires perçus, c'était écrit. Et après, moi, je me suis demandé, on peut écrire qu'on prend un traitement, mais on le prend un jour sur deux ou on le prend mal. C'est pas forcément parce qu'il y a des effets secondaires. C'est tout simplement parce que la vie, elle fait que parfois, on a autre chose à faire, à penser. Et donc, je me disais que ça pouvait être intéressant aussi de se dire, voilà, est-ce que je prends bien mon traitement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'oubli, pas beaucoup d'oubli? Est-ce que, voilà, comment ça se passe aussi? Je trouve que c'était important, mais voilà. Alors, Isabelle, Lou, quand on a fait les ateliers fiches, vous n'avez pas, ce sujet n'a pas été abordé. Est-ce que pour vous, c'est un oubli important? Comment vous percevez? Je veux bien commencer. En fait, moi, effet secondaire perçu, j'ai noté en fait ce que je ressens. Par exemple, moi, j'ai des injections de Copaxone, donc, ce que je ressens avec ces piqûres. Mais est-ce que pour vous, Isabelle, la notion d'observance est importante? De le noter sur la fiche, c'est ça, hein? Ouais. Ça ne m'a pas gênée. Enfin, voilà, moi, j'ai écrit ce que je pensais dans les effets secondaires, même si ce n'est pas vraiment des effets secondaires, ça ne m'a pas gênée. Et Lou? Alors, pendant qu'on avait fait l'élaboration des fiches, c'est vrai que c'est pas apparu le fait de est-ce qu'on prend bien notre traitement ou est-ce qu'on ne le prend pas. Mais peut-être aussi parce que les personnes qui avaient aidé à la création des fiches prenaient leur traitement sans y penser, n'avaient pas fait attention. Mais c'est vrai que je connais d'autres personnes où c'est plus compliqué que moi prendre leur traitement, tout ça. Et je pense que ça peut être bien d'ajouter justement une petite case, comme il y avait pour les effets secondaires, sur est-ce que le traitement nous convient dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on prend bien tout ça? Parce que ça, c'est un thème que les neurologues, souvent, ils abordent. Est-ce que tu te sens bien avec le traitement? Est-ce qu'il te convient tout ça? Donc, je pense que ça peut être bien, justement, de rajouter ça s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, mais que justement, il est là s'il y a besoin d'aborder ce sujet. Je pense que c'est bien de se poser, parce que c'est comme on le remplit avant la consultation, on se pose en se disant, voilà, comment c'est? Parce que devant le neurologue, parfois, on se dit, oh là là, il est pressé. On va dire oui. Oui, oui, je le prends très bien. Oui, on avait eu cette remarque que
au neurologue, c'était pas la même chose qu'à infirmière, pas la même chose qu'à la secrétaire. Il y avait 3 réponses différentes selon qui posait la question. Mais peut-être parce qu'on ne se pose pas en se disant voilà, et puis qu'on arrive devant le neurologue, et puis bah, voilà, on se dit oh là là, il a l'air pressé. Non, puis effectivement, on est impressionné devant un neurologue. Hein. Le neurologue dit vous prenez votre traitement, oui, oui, bien sûr. Et la secrétaire, oh, ben, vous savez, j'ai pas toujours le temps, ou je peux pas tout le temps. Voilà, on se lâche un peu plus, quoi. Voilà. Mais ce que je voulais aussi rappeler, c'est avant de terminer, peut-être, Emmanuel, tu nous diras s'il y a d'autres questions. Comme on n'est pas en direct, ça sera retransmis par la suite. Donc là, on a attrapé des questions qui nous venaient via les mails. Si vous ne savez pas si c'est important ou pas important, ou si ça concerne ou pas le neurologue, vous avez des permanences téléphoniques. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux les donner les coordonnées, si je les donne, les permanences de Yann Lecos, Pascal Dweck, le CRC. Oui, alors, Yann et Pascal Dweck, ce sont donc des médecins qui répondent lundi et mercredi au téléphone. Donc, le numéro, c'est le 01 43 90 39 39. Et le mardi, ce sont les CRC, c'est-à-dire les centres de ressources et de compétences, qui assurent une permanence de 14h à 16h. Donc, c'est le même numéro, hein, c'est le 01 43 90 39 39. Et on transmet l'appel aux médecins, donc aux neurologues, ou pour certains endroits aussi, on a des infirmières spécialisées qui répondent. Et donc, justement, ça va être aussi une approche pour savoir si des symptômes sont liés à la maladie, ou notamment après, peut-être que si ces fiches pourront aider à répondre, puisque c'est quand même, c'est toutes les semaines, mais des fois, il se passe une semaine et c'est un peu angoissant d'attendre la réponse. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est des contacts intéressants pour faire le point justement aussi avec eux sur qu'est-ce qui concerne la neurologie, pas la neurologie, pour faciliter peut-être un petit peu ces premières approches et savoir si c'est légitime d'en parler, enfin pertinent d'en parler au neurologue ou pas. Voilà. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter encore un petit quelque chose. Moi, je voulais demander à Isabelle, qui est en formation, donc IPA, si, je ne sais pas comment se passe la formation, mais est-ce qu'éventuellement, ces fiches, vous allez en parler dans la formation quand il y a des échanges, ou voilà, pour Là, transmettre. je dois faire un travail écrit concernant mon projet professionnel. Et donc, mon projet, il va surtout parler des freins qui peuvent survenir lors du parcours de soins. Donc, le rôle de l'IPA qui sera d'abord de permettre aux patients d'adhérer au parcours de soins, et surtout de dépister tous les facteurs qui pourraient concourir à la rupture de soins. Donc, et je pense que tous les outils qui seront amenés pour améliorer la communication lors des consultations, ça sera une valeur surajoutée dans notre action, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de patients qui sont démunis, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas eu assez de temps avec le neurologue pour comprendre ce qui se passe. Et je pense que le temps de la consultation avec l'infirmière d'éducation thérapeutique ou l'IPA, c'est un temps précieux. C'est un privilège qu'on a, nous, infirmières, pour aider ces patients à mieux comprendre ce qui leur arrive et les accompagner du mieux qu'on peut. Alors, c'est sûr que je ne sais pas exactement comment ça va se passer au niveau du calendrier du suivi. Si là, actuellement, moi, je les vois en consultation de post-annonce. Après, je les vois au fur et à mesure, après l'instauration du traitement, à 1 mois. Et puis après, c'est le neurologue de ville qui les voit. Du coup, je ne sais plus ce qu'ils deviennent. Après, en tant qu'IPA, je ne sais pas si
on va avoir un calendrier plus serré avec un mois, une visite à 6 mois. Je ne sais pas encore, mais je le souhaite ardemment pour avoir un suivi quand même beaucoup plus global. Et ce serait intéressant de comprendre, en fait, pourquoi le patient arrête son traitement ou pourquoi il ne veut plus... Enfin, de comprendre un peu les impacts qu'a la maladie sur sa vie, sur sa qualité de vie, et pouvoir vraiment l'orienter de façon adaptée pour l'aider à bien vivre, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a trop de jeunes qui s'empêchent, qui sont vraiment démunis. J'ai vraiment eu des témoignages bouleversants ces derniers temps, et ce temps de communication et de consultation, il est vraiment très, très, très précieux. Oui, il faut Enfin, moi, je le rappeler vis comme ça en tant qu'effectivement, qu'infirmière. il faut rappeler qu'il y a quand même vraiment des traitements, des prises en charge qui peuvent vraiment améliorer tous les symptômes aujourd'hui qui sont quand même bien pris en charge. Donc, il faut le Oui, rappeler. sauf qu'il y a des patients qui ne ressentent pas grand-chose et se demandent pourquoi ils doivent prendre des médicaments dont ils ne vont pas ressentir le bénéfice tout de suite, mais plutôt les effets indésirables. Donc, ils se posent la question, pourquoi je vais m'injecter quelque chose qui va me faire plus de mal que de bien? Ils ne prennent pas la conscience vraiment de l'importance de ce traitement qui va jouer sur le long terme et pas tout de suite. Oui, c'est vrai que là, l'éducation thérapeutique est intéressante là pour faire comprendre le message, mais après, c'est vrai que c'est des choix, c'est ce qu'on appelle le choix libre et éclairé, effectivement, c'est en toute connaissance de cause, voilà. Pourquoi on prend un traitement plus fort, plus tôt, ou est-ce qu'on préfère prendre un traitement plus léger, mais avec un risque peut-être d'une évolution, et voilà, après, quand on a tout expliqué, on peut prendre un choix comme ça de façon libre et éclairée. J'ai juste une question, c'est sur quand on le remplit sur l'ordinateur, les données sont conservées. Quand on remplit sur l'ordinateur, les données sont conservées combien de temps? Est-ce que Charlotte va répondre. Oui. Alors, on n'a pas parlé de ça, donc c'était une question. Elles sont conservées juste sur votre navigateur. Le temps que vous remplissez le formulaire, elles sont un peu gardées sur votre navigateur ensuite, mais elles sont envoyées à personne. Enfin, elles restent sur votre navigateur. Ce qui fait que sauf si on a notre ordinateur qui peut être piraté. Oui, si votre navigateur, votre ordinateur, il est piraté, ça va, je pense, envoyer vos données. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste. Non, je ne sais pas, c'est une question parce que... Il n'y a pas d'enregistrement des données. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas d'enregistrement de données. D'accord. Et donc, si on remplit 6 mois et qu'on veut voir ce qu'on a rempli, on ne peut pas. Non, il faut que vous téléchargiez le PDF à chaque fois. Voilà, vous pouvez, oui, c'est ça, il faut télécharger le PDF. Ou l'imprimer, ou le télécharger, enfin, je sais pas. Mais J'ai une question, Charlotte. Est-ce que quand on remplit justement électroniquement, est-ce qu'on peut imprimer ce qu'on saisit au lieu de télécharger le PDF? Non, il faut que vous téléchargiez le PDF. On ne peut pas imprimer chaque fiche? Non, en fait, en téléchargeant le PDF, ça met page par page selon les fiches. Normalement. Ah, d'accord, c'est ça qu'il faut revoir aussi. On verra, on en reparlera. Ouais. D'accord. D'accord. Bon, c'est bien. Quelqu'un, Marilène, Dr Brecht, est-ce que vous voulez dire une phrase de conclusion? Moi, je dirais que c'est un super projet. Ça peut aider les patients qui sont suivis avec des neurologues de ville ou des neurologues dans les centres hospitaliers à aider au quotidien. Pareil, c'est un très beau projet. Il y a des petites choses à affiner, mais sur le principe, ça peut vraiment être bénéfique pour les patients. Et les neurologues aussi. Alors, on va laisser le mot de conclusion à Isabelle et à Lou, puisque finalement, ces fiches, c'est quand même... elles ont été faites pour elles. Et par elles.
Voilà. Et enfin, les patients. Entre en autres, il y a eu général. d'autres. Il y a eu, oui, Ariane, Alexandra, Donc, Cathy, Isabelle, Lou, vous avez vais conclure. Bah, moi, j'aime beaucoup ce projet. Je trouve que toute aide est bonne à prendre. Et là, c'est vraiment prendre le patient en considération. Et c'est tellement rare que franchement, merci beaucoup, quoi. Tout ce travail, c'est exceptionnel. Donc, j'ai beaucoup aimé participer à ce projet et j'utilise les fiches et j'invite chacun, en fait, enfin, chaque malade à les utiliser parce que franchement, c'est très utile. Voilà, bravo. Merci. Lou, tu veux dire une phrase de conclusion? Oui, bah alors, comme Isabelle, vraiment, c'est super de mettre en avant, pas la maladie, mais le patient d'abord. Parce que souvent, quand on parle de la maladie, c'est ça, ça, ça. Et on ne parle pas forcément de comment le vit le patient. Et là, avec ces fiches, on rentre vraiment à l'intérieur aussi de comment ça va psychologiquement, tout ça. D'une part, qu'on n'a pas souvent en consultation de neurologie et qu'on ne parle pas souvent quand on aborde la sclérose en plaques. Et du coup, c'est vraiment bien d'aborder vraiment tout de la vie quotidienne, que ce soit psychologique, les relations sociales, tout ça. Ça fait vraiment un grand panorama sur toute la vie du patient, quoi. Et bah, c'est vraiment bien parce que ça va permettre de pouvoir aborder des sujets qui n'étaient pas abordés avant en consultation et ça peut que améliorer la prise en charge du patient. Du coup, c'est vraiment bien. Merci. Merci. Bon, bah, Carole, je te laisse conclure. Oui, toi, Emmanuel, ça y est, tu n'as plus de questions, tu n'as plus de remarques? Non, ben, merci alors à tout le monde vraiment pour vos participations, vos commentaires, vos questions. Si vous avez encore donc puisque ça va être rediffusé, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster toujours, on suivra les commentaires. Sinon sur contact@unicef.org. Ou via vous avez, en téléchargeant les fiches sur le lien que vous avez qui s'inscrit ici, vous avez un questionnaire retour d'expérience. Donc là aussi, sur ce questionnaire, vous pourrez poser toutes les remarques à propos des fiches et toutes les pistes d'amélioration ou ce qui vous a plu et ce qu'on peut affiner et encore améliorer. Voilà, de toute façon, c'est à améliorer tout ensemble. C'est fait pour aider à mieux se comprendre les uns et les autres. Voilà, ben merci beaucoup. Désolée pour le problème technique. Et puis, ben, bonne fin de soirée. Et puis, à une prochaine fois peut-être. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.